Donc, merci déjà à tous d'être venus et surtout à Jacques d'être ici avec nous ce soir, d'avoir accepté cette invitation. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas quoi faire, sauf que quand il m'a dit viens, je suis venu. Et j'ai que des copains, que des amis de toujours. Voilà. Donc c'est génial, ça commence très bien. Alors Jacques, il n'y a même pas un mois, tu as sorti un nouveau livre qui s'appelle 90 ans d'amour. Et on est là un peu pour parler de ce livre et plus ses affinités, on va dire. Donc on a envie déjà que tu nous racontes comment tu as eu l'idée de l'écrire. Tu dis au tout début du livre qu'il y avait cette nécessité aussi d'avoir toujours du print aujourd'hui, qui est un peu l'oublié de ce siècle. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé, première question, on va dire, à écrire ce livre? Plus facile d'écrire le livre que d'en parler. C'est mon 30e livre. Et je crois que c'est le seul bon livre de mes 30. C'est dommage que je n'ai pas lu les 29 premiers, parce que vous ne saurez jamais qu'il est meilleur que les 29 premiers qui étaient plutôt ratés. Il est meilleur parce qu'il parle d'amour. Et que l'amour est le grand oublié de ce siècle. Dans un monde qui préfère faire la guerre que l'amour, évidemment toutes les choses sont inversées et le monde marche sur la tête. Et donc ce livre essaye de parler de tous les amours. Le premier amour de l'indiscipline, puis l'amour de l'aventure. J'ai fait le premier tour du monde d'une voiture en 2 jours. C'est ça par cœur, hein, mon cher ami. Et puis de l'amour de journalisme. J'étais journaliste à Paris Match, j'étais journaliste à François, de l'amour de la publicité, de l'amour de mes enfants, de l'amour de ma femme, de l'amour de mes amis. L'amour est à tout le monde et l'amour est pour tout le monde. Et surtout, j'ai eu la grande chance de connaître César et de passer pratiquement ces 10 dernières années avec lui, passer toutes nos vacances avec nous. Et je me souviens que quand il est venu dîner à la maison, pour la première fois, j'avais un mur qui était un mur d'une collection de boîtes de publicité métallique. J'avais mis 10 ans à rassembler au plus en y allant tous les week-ends. Il m'a dit, mais écoute, c'est très bien tes boîtes, mais c'est pas du tout moderne. Je vais compresser ta passion. Il m'a pris les 400 boîtes et il est revenu un mois après avec un gigantesque tableau de 2 mètres sur 2 mètres qui était la boîte de toutes mes boîtes compressées. Et bien mon livre, qui est mon 30e livre, c'est mes 29 premiers compressés. J'ai pris le meilleur de chaque livre et je l'ai enfilé comme des perles d'amour, d'un bout à l'autre du livre. C'est un livre d'abord optimiste. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. On reste dans l'avion et on s'accroche, on ne saute pas en parachute comme tous les imbéciles qui se cassent la gueule en arrivant. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance. Ma première campagne a été une campagne pharmaceutique. Parce que dans ma première vie, je suis docteur en pharmacie. Après le cancre parfait que j'ai été pendant des années, mon père m'a dit tu ne peux pas faire médecine, tu tuerais des gens, fais la pharmacie, c'est un métier de commerce. Et tu as peut-être le sens du commerce. Donc je me suis engagé dans ces études avec passion qui m'ont permis d'ailleurs d'aller faire ma thèse de doctorat sur les plantes médicinales. Et à mon retour, de trouver mon premier job chez Delpire. Toi, tu as bien connu Delpire, c'est même été ton publicitaire, je crois, à un moment donné. Quand je suis arrivé chez Delpire, il m'a dit, écoute, tu es docteur en pharmacie, donc tu vas ouvrir la partie pharmaceutique de l'agence. Et tu devrais aller voir le laboratoire Roussel, parce qu'ils sont en train de lancer un nouveau médicament. Je me précipite chez le laboratoire Roussel. Effectivement, il lançait un médicament qui s'appelait le Glyphanan, qui a disparu depuis, qui était un antidouleur très fort. Et à l'époque, la publicité pharmaceutique, c'était des 21-27, comme ça, où la couverture devait automatiquement et obligatoirement être culturelle. Et à l'arrière, il y avait le nom du médicament et sa composition. Et on n'avait droit à rien d'autre.
qu'envoyaient aux 35 000 médecins de l'époque 6 fois par an un carton différent. Je lui dis, ce qui est important là-dedans, évidemment, c'est la couverture. Je me suis souvenu que mon maître à penser, Prévert, faisait des collages. Dans mon souvenir, ces collages étaient des collages très violents. J'ai dit, si jamais il acceptait de me faire des collages spéciaux, non. Moi, j'ai toujours eu la chance dans ma vie, j'ouvre l'annuaire, Prévert était dans l'annuaire. Moi, je téléphone à Prévert, je dis, voilà, je suis un jeune publicitaire, je voudrais vous proposer de faire une publicité. Il a posté, moi j'adore ça, il y a longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai découvert que Prévert avait fait beaucoup de publicité, en même temps qu'il faisait ses films à l'époque, mais je ne savais pas. Et il habitait sur le toit du Moulin Rouge, avec le petit moulin qui tournait. Et il avait choisi l'architecte qui a créé la Sardaigne, le nord de la Sardaigne, toutes ces habitations troglodytes du nord de la Sardaigne. Donc il y avait bâti une sorte de grotte, comme ça, sur le toit du Moulin Rouge. Et j'entre, on parle un peu, il me dit que vous êtes sympa, je peux rester à déjeuner, je vous prépare des spaghettis, et allez me chercher un petit Robert. Et moi je descends dans l'escalier, je dis un petit Robert. Enfin, pour le maître de l'encyclopédie, le maître des mots, c'est pas possible qu'il n'ait pas un dictionnaire. Bon, j'achète un petit Robert, je reviens, je le donne à Prévert, il me dit, espèce d'imbécile, c'est un camembert, petit Robert. J'attendais, pas besoin d'un dictionnaire. Et ça a été ma première campagne qui a gagné les premiers prix. Il a fait 6 collages très exceptionnels. Et ça m'a fait rentrer dans la publicité par la grande porte, celle de Jacques à Jacques. Alors, on va commencer un peu par un ordre chronologique, parce que le livre, il suit un ordre chronologique du début jusqu'à la fin, tes enfants et ta femme. J'ai une question concernant l'école, parce que c'est un peu une partie de ton parcours qui t'a certainement marqué. Et est-ce qu'à un moment donné, tu dis l'école était terminée, mais celle de la vie allait commencer? Qu'est-ce que l'école t'a appris et quelles sont les limites aussi de l'éducation au final aujourd'hui? Et comment, à ton avis, on devient publicitaire? Est-ce qu'on est publicitaire ou on le devient? J'ai été le pire élève qui soit. J'étais un chenapan. J'ai mis 8 fois à passer mes bacs. On n'avait pas le droit à une 9e chance. 8 fois. Mon arrière-grand-père, qui était directeur des contributions directes, avait eu ses 2 bacs avec mention très bien. Mon père, qui était un des premiers médecins spécialisés dans les cancers, qui naissaient à peine, etc., avait eu ses 2 bacs avec mention très bien. Moi, j'ai mis 8 fois. Pourquoi? Parce que j'étais fils unique, très heureux, choyé par des parents merveilleux. Mais quand j'ai eu 14 ans, ben voilà, à cet âge-là, mon père m'a dit, il faut que tu ailles faire tes études chez les jésuites, qui t'apprendront le latin et le grec. Complètement démodé. Bon. Parce que lui avait fait ses études sur les jésuites, il était très brillant. Bon. Mais il n'y avait pas d'école de jésuites à Perpignan, il fallait aller à Montpellier. Pourtant, ce n'est que 200 km aujourd'hui, c'est 4 heures de voiture, mais à l'époque, c'était une expédition d'aller de Perpignan à Montpellier. Donc, je me suis retrouvé finalement seul, coupé de mes parents. En plus, ils avaient eu l'idée stupide de me prendre pour un petit génie et de me faire sauter une classe. Hein. Donc, j'avais 10 cm de moins, 5 cm de moins que mes copains. La mode, c'était de faire du rugby et d'être baraqué. Et moi, vous voyez, je n'avais rien de baraqué. Donc, c'est devenu l'enfer. C'est devenu prison break. Au point que on n'avait pas le droit de parler. On ne pouvait pas parler quand on était dans les rangs, on ne pouvait pas parler quand on allait au réfectoire, quand on allait au dortoir. Et moi, je ne supportais pas de ne pas parler. D'ailleurs, vous voyez, j'ai toujours la passion de la parole. Donc, un soir, je me fais piquer par un petit nasillon de pion qui était là, qui me fait pas en train de parler à mon copain, et qui m'agenouille sur une règle de fer, au milieu
du dortoir. À l'époque, c'était des dortoirs, il y avait des lits, c'était comme le service militaire. Hein. Bon. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris, il est en train de me narguer. Il se faisait frire 2 œufs sur le plat, il devait être 10h30 du soir, 11h du soir. Il y avait une fourchette qui était là. J'ai pris la fourchette, chac, dans les fesses. Cri d'horreur, tous mes copains sont venus me protéger. J'ai été viré, évidemment, dès le lendemain. Et mon père, admirable, m'a dit, écoute, je ne vais pas t'engueuler, parce que tu as raison. Quand ton mec est trop con, il a besoin d'un bon coup de fourchette dans les fesses. Et j'ai été élevé comme ça. J'ai été élevé à coup d'exemple de mes parents, à contrario des grands bourgeois qu'ils étaient. Et c'est ce qui finalement a tracé ma vie. À partir de là, je suis devenu externe à Perpignan, dans le collège de Charles Trenet, qui était le lycée Arago à Perpignan. Et je me souviens qu'en première, le professeur, il s'appelait Poupoun, on l'appelait Poupoun, nous lisait les devoirs de Charles Trenet. Charles Trenet était là peut-être 5 ou 10 ans avant nous. Et c'était un bonheur de lire ça. Mais moi, comme j'avais été tellement bridé dans ces 2 ans que j'avais passé chez les jésuites, il y avait sur le trajet de la clinique de mes parents au lycée, il y avait un cinéma qui n'aurait jamais dû être là. Parce que pour la première fois, il y a un cinéma, je regarde le cinéma. La 2e semaine, je passe devant le cinéma, j'ouvre la porte du cinéma en douce et je vois un petit morceau de film. Et la 3e semaine, j'arrive et je prends un billet, je rentre au cinéma. Et à partir de là, je ne suis plus jamais retourné de l'année au lycée. 15 jours plus tard, je me dis, bon, alors maintenant c'est bien, comment on fait? Est-ce que j'avoue à mon père, qui n'était pas facile, qui n'était pas maltraitant du tout, qui était un père délicieux, mais enfin, il ne rigolait pas sur ces choses-là, et je le craignais beaucoup. Je me dis, comment je fais? Donc j'ai une 2e idée scélérate. Hein. L'imprimerie qui imprimait les bulletins mensuels du lycée venait de brûler. Je me précipite à l'imprimerie, je dis, je suis envoyé par le recteur, on aurait besoin de 50 bulletins de plus, est-ce qu'il vous en reste dans l'incendie? Le mec en trouve 50, il me les donne, je ne peux même pas vous le faire payer, il me les donne. Et à partir de là, j'ai monté une entreprise de faux bulletins. Et c'est pas facile parce que j'avais 3 ou 4 autres copains qui me payaient un peu la chose, parce que quand on a un faux bulletin, il faut avoir une écriture pour le latin, une écriture pour le grec, une écriture pour les mathématiques, une écriture pour... Et il faut que cette écriture tienne toute l'année, parce qu'il y avait un bulletin par mois. Donc il y avait une dizaine de bulletins assurés. Donc il fallait que j'ai mon armada de rentiers ou de retraités prêts à jouer le jeu sans aller dire à mon père, ton fils est en train de nous en passer. Et c'est comme ça que j'ai réussi à survivre à ce qui a été une année fantastique et dévastatrice, qui fera qu'après je mettrai 8 fois à passer mes bacs. Et là, ma dernière chance, c'était le dernier septembre où je pouvais écrire la 8e fois. Mon grand-père dit à mon père, écoute, je crois que tu ne sais pas élever ton fils, envoie-le-moi. Moi, je vais le mener à la trique. Et il me fait venir les 3 derniers mois, l'examen était en septembre, il me fait venir les 3 derniers mois à Montpellier. Et 2 jours après, il me dit, viens, on va faire un tour en voiture. On part avec sa voiture, on fait une trentaine de kilomètres, on arrive dans un petit village, ça s'arrête devant une boulangerie. Il descend, il rentre dans la boulangerie, je le suis dans la boulangerie, il passe par derrière le comptoir, et c'est une image de 40, je vois un mitron qui enfourne tout ça, un pain dans le four, etc. Il ressort de la boulangerie, je me dis, où est-ce qu'il doit en venir, bon. Et quand on est dans la voiture, il me dit, tu vois cette boulangerie, je l'ai achetée il y a 3 semaines. Ce qui est collé à ton bac, mais c'est ce que tu auras en héritage. Commencer à devenir plus sérieux. Et puis, là-dessus, j'ai été sauvé par ma mère. Parce que mon père a dit un jour à ma mère, écoute,
l'éducation nationale est en train de trouver des éducateurs qui sont là pour aider les gosses qui sont en difficulté. On a un gosse en difficulté, eh ben, il faut aller voir ses orientateurs. J'arrive à Paris, je ne connaissais pas Paris, non. Avec ma mère, on a eu 20 ans de différence, je n'étais pas comme tout. Et on a rendez-vous boulevard Saint-Germain, au 2e étage, sans ascenseur. Je dis, c'est ça l'éducation nationale? Je crois que c'était un palais avec des colonnes, avec des trucs, c'est minable. Il y a un professeur minable qui me dit, je vais vous faire un test. On va faire un test de Rorschach avec des papillons, etc. Il me dit, alors qu'est-ce que vous pensez de ce truc? Et moi, j'étais tellement vexé qu'il avait 60 ans, il doit être complètement décharné, qu'il puisse se permettre de juger devant l'intelligence. J'étais très rebelle, que je lui racontais n'importe quoi. Mais il lui rappelait au premier degré. Et après, il fait les comptes, et il dit à ma mère, je suis obligé de vous dire devant votre fils n'a aucune aptitude intellectuelle. Vous devez le diriger vers des travaux manuels. Et ma mère a été formidable. Elle s'est levée, comme un ressort. Elle m'a pris par la main, elle m'a dit, mon fils le cancre, c'est pas toi, c'est lui. Viens, je t'amène au théâtre. Au théâtre. Moi, je n'avais pas vu de théâtre, il n'y avait pas de théâtre à Perpignan à l'époque. Je crois qu'il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. Elle m'amène voir une pièce avec Pierre Brasseur, qui s'appelait Kent, qui était extraordinaire. Moi, je suis complètement ébloui. On rentre à l'hôtel, je ne couche pas, je ne dors pas de la nuit, je la réveille en permanence, je lui dis que je vais en voir plus, etc. Elle téléphone à mon père, elle lui dit, écoute, je reste une semaine de plus avec le petit à Paris, et tous les matins, on faisait 3 ou 4 galeries, tous les après-midi, on faisait 1 ou 2 musées, et tous les soirs, on faisait 1 ou 2 pièces de théâtre. Ça a duré une semaine, et je crois qu'elle a révélé la partie créative qui était en moi. Merci, maman. Je m'arrête parce que sinon vous n'aurez plus le livre à lire, je vous raconte tout. On va spoiler. Alors quand même un mot de Pierre Dac qui a guidé ma vie, qui dit, mais si nous mettions un peu de rose dans notre matière grise, il y aurait moins d'idées noires. Et ma vie a été ça. Moi j'ai passé mon temps à mettre un peu de rose dans ma matière grise pour qu'il y ait moins d'idées noires. Je me souviens que quand j'ai quitté Prévert, j'ai dit, mais écoute Jacques, on a passé 3 jours pour faire les collages. J'ai dit, Jacques, quel conseil tu vas me donner pour moi, pour la vie qui m'attend? Il me dit, c'est très simple. Il y a ceux qui croient croire, ceux qui croient, ne soient pas un corbeau, soit un aigle comme Napoléon Bonaparte, soit une colombe comme Picasso, et surtout, crois en toi. Et à partir de cet instant-là, moi j'ai cru en moi. Quelles que soient les conneries que j'ai pu faire, et quelles que soient les réussites que j'ai pu avoir, je ne me suis jamais départi de ma confiance en moi. Pas en faisant une supériorité, en disant, mais c'est tellement débile de ne pas croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, qu'est-ce qui peut t'arriver? Que des choses pires, donc tu dois absolument croire en toi. Donc j'ai un résumé de la vie qui est très simple, je crois en moi. Et ensuite, tu es parti en voyage avec ton ami Jean-Claude et tu as dit que tu as fait le tour du monde, mais au final, tu as fait le tour de toi-même. Qu'est-ce qui t'a apporté ce voyage? Moi, c'est la 2 chevaux qui a sauvé ma vie et qui va ensuite accompagner ma vie. Ça fait 60 ans que je fais la publicité de Citroën. Bon. Et tout a commencé par ma première année de pharmacie, où je m'étais passionné pour la botanique. J'avais bossé comme un fou, et j'ai été major. Et mon père n'est pas revenu, il est allé voir le recteur de la pharmacie en disant, vous devez vous tromper, mon fils ne peut pas être major. Vous ne savez pas les années terribles qu'il a eues, etc. Ça n'est pas possible. Il dit, on ne peut pas tricher. Je dis, oui, c'est ça, parce que j'avais été passionné. Pour me remercier, mon père m'offre une 2 chevaux, ma première 2 chevaux. Bon. Et instantanément, avec mon frère d'armes et d'âme, Jean-Claude Baudot, on dit, bah, écoute, c'était le début de la mode des raids en 2 chevaux. On va faire notre premier raid en 2 chevaux. Et on a pris une carte, et on s'est dit jusqu'où on peut aller. Et je ne sais pas pourquoi, moi j'avais choisi Karachi, qui est la ville la plus sale, la plus immonde, la plus dangereuse du monde. Donc on a fait Perpignan-Karachi avec la 2 chevaux,
il nous est arrivé une drame pendant les 2 mois que ça a duré. On est revenu. Et dès qu'on est revenu, moi, il me restait 4 ans de pharmacie à faire pour être pharmacien. Lui, il lui restait 4 ans de droit à faire. Et on a utilisé nos 4 ans à préparer le rêve de notre vie, dont on a fait notre réalité, le premier tour du monde d'une voiture, parce que personne n'avait pensé jusque-là à faire le tour du monde en voiture. On le faisait en vélo, on le faisait en bateau, on faisait n'importe comment, en patin à roulette. C'est comme la façon la plus simple de le faire, c'était de le faire avec une 2 chevaux. Et c'est même la seule voiture avec laquelle on pouvait réussir ça, parce qu'on a traversé 6 déserts pendant notre tour du monde, dans chaque continent. Aujourd'hui, quand vous traversez un désert, vous avez un hélicoptère au-dessus de vous, vous avez un téléphone dans votre main, vous avez un GPS dans votre main. Nous, on avait une boussole, et encore, on ne savait pas faire le point. Bon. On avait une espèce de guide de réparation de la 2 chevaux, mais on savait changer les bougies, changer les charbons, on ne savait pas aller plus loin. Et donc, aussi, nous sommes les Montplaines, on a fait ce tour du monde sans aucun problème. Je me souviens qu'un jour au Chili, on est parti du fin fond du Chili pour remonter jusqu'au Mexique. Au Chili, sur le désert d'Acatama, qui est un désert de 2000 km, terrible, de terre sèche, très dure, etc. Je conduisais, il était minuit, j'entends un bruit de crécelle, j'arrête la voiture, je lève le capot, plus d'huile dans le carter. Donc avec Jean-Claude, mon duc bord de main, on sort nos bicans. On a passé 350 nuits à la Belle Étoile dans ce voyage. C'était extraordinaire, on n'est jamais allé à l'hôtel Nobilly. Le voyage nous a coûté 1 franc par jour, sauf l'essence qui était payée par Shell et les pneus qui étaient payés par Dunlop. C'était notre seule possibilité. Les gens nous invitaient à aller à Guinée, partout à déjeuner, c'était formidable. Et le lendemain matin, j'essaye de trouver un bidon d'huile dans la voiture. J'avais oublié de recharger aussi la voiture en bidon d'huile. Donc impossible d'aller plus loin. Donc on passe une 2e journée à attendre, une 2e nuit, c'est très très froid. Et puis le 3e matin, on dit bon, maintenant il faut qu'on se sépare, tu vas rester là, moi je vais marcher, on va dire ressort celui qui reste près de la voiture. Et puis on va essayer de se repérer à la carte, etc. Bon. Arrive un Chilien avec une besace. Nous, on est en train d'en prendre un petit déjeuner, on est venu depuis la vente de thé, on lui raconte notre panne. Il éclate de rire. Il lève le capot de la voiture. Il avait des bananes dans sa besace. Il met 1, 2, 3 bananes dans le carter d'huile. Il dit allez-y. Et on dit mais il va nous payer le moteur. Donc nous, on n'a pas de quoi se payer un 2e moteur. Donc notre tour du monde va s'arrêter là. On est foutu. Et je dis à Jean-Claude, on n'est pas foutu. Il faut croire dans les gens. Il faut croire en soi. Et je mets le moteur en marche et on a fait 100 km à la banane. Bon, maintenant, je vais sauter un peu quelques étapes. Vous êtes là jusqu'à 3 h du matin. Pour arriver à quelques anecdotes qui m'ont marqué personnellement. Par exemple, le Dalai Lama. À un moment donné, tu travailles avec François Mitterrand et tu lui demandes de t'offrir une rencontre avec le Dalai Lama. On a fait un grand saut là. Hein. Voilà, un grand saut. On a fait un saut de 40 ans. C'est vrai. Moi, j'ai toujours été mené par le bout du nez par la chance. Je n'ai jamais rien demandé, je n'ai jamais demandé un boulot de ma vie, les boulots m'ont toujours été apportés. Je ne sais pas pourquoi, toutes les choses me sont arrivées comme ça. Et un jour, c'était la chance de ma vie, je ne serais pas là si lui, François Mitterrand, ne m'avait pas demandé de faire sa campagne. Donc j'ai cette grande chance d'être choisi par lui. On fait la campagne, il se passe mille et une choses, etc. Je me souviens par exemple de la Force Tranquille. Un jour, il m'avait dit, on se verra tous les vendredis matins de midi à 1 h pendant les 6 mois de la campagne. Et moi je lui dis d'accord, je veux qu'on soit tous les deux, pas qu'il y ait des socialistes autour, etc. Il faut que ce soit une affaire intime. Il avait accepté. Et là-dessus, un jour je lui dis, maintenant voilà le moment du slogan. Ah, il m'a dit oui, mais j'en veux plusieurs. Je dis non, un slogan, c'est tout seul.
Vous l'acceptez, le refusez, mais on n'en montre pas plusieurs à la fois. Et donc un jour j'arrive, j'avais écrit la force tranquille sur un petit papier blanc comme ça. Je dis, président, fermez les yeux, ouvrez les yeux. Je vois son regard qui rentre complètement dans le slogan. Hein. Il hésite un moment, il dit, Séguéla, vous m'avez trouvé. Et effectivement, je l'avais trouvé. Et puis le temps passe, les affiches sont prêtes à être affichées. Elles vont être affichées une semaine après. Mitterrand m'appelle affolé, me dit Séguéla, venez tout de suite, il y a un drame. J'accours à Rue de Bièvre. Il me dit Séguéla, on n'a pas montré les affiches socialistes, c'est eux qui payent. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous les réunis demain matin. Le lendemain matin, j'arrive dans le Parti socialiste. Il y avait une grande table. Il y avait 20 socialistes qui tous, absolument tous, seront ministres 3 mois après, plus Jacques Attali qui lui sera au bureau de l'Élysée. Qui était le directeur de la campagne, prépare les choses. Mitterrand qui était avec nous, dit écoutez, moi j'ai une interview, Séguéla va vous raconter la campagne, et je reviens après mon interview, je présente la force tranquille et tout ça, silence de mort. Et puis il y en a qui vient dire, mais c'est pas politique. Mais on ne peut pas faire un spot comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire la force tranquille? Il n'est pas la force tranquille. Personne ne va croire à ça, mais c'est de la publicité de merde. Mais c'est une sachet mission malade, les mecs. Les affiches sont prêtes en bas. Et qui laisse dire, on va voter. Ils votent 20 voix contre. Des 20 qui sont autour de la table. Mitterrand arrive. Il dit, alors c'est là, comment ça s'est passé? Monsieur le Président, on a voté. Ah bon, alors, résultat du vote, 20 voix contre. Ah, mais nous sommes en démocratie. Moi, je ne dis pas voter. Il s'assoit à sa place, parce que personne ne laissait s'asseoir sur sa chaise. Il s'assoit à sa place et dit, écoutez, on va faire cette affiche, parce que c'est ma campagne, et pas la vôtre. Oh là là, j'ai mis 5 ans à récupérer les 20 socialistes qui étaient autour de la table. Mais imaginons le pire, leur slogan aurait pu ne pas sortir. Parce que si Mitterrand n'avait pas eu pardon les couilles, parce qu'il en avait plus que d'autres, de se mettre tous ses ministres à dos pour une affiche, le slogan n'aurait peut-être pas existé. Et puis arrive évidemment la victoire, et 3 semaines après, je reçois un coup de téléphone direct de François Mitterrand, qui dit allô, c'est François Mitterrand. J'ai cru que c'était un gag, parce que moi c'était toujours une secrétaire ou quelqu'un qui me le passait. Bon. Il dit non, c'est bien François Mitterrand, est-ce que vous êtes libre à déjeuner? Monsieur le Président, j'arrive à l'Élysée, il me dit écoutez, Séguéla, il faut que je vous fasse un beau cadeau, parce que moi je n'avais pas voulu que la campagne soit payante. J'étais préparé à la campagne, j'étais allé aux États-Unis, j'étais allé en Angleterre plusieurs fois pour voir comment étaient les campagnes anglo-saxonnes, parce que je voulais offrir à mon pays une vraie façon de changer la publicité électorale qui était nulle. C'était des affiches qui n'avaient rien à voir, il ne se passait rien. Bon. Mais je voulais que ce soit un geste d'amour et pas un geste de politicien, je ne voulais pas que ce soit payant. Et d'ailleurs, Mitterrand dit ça tombe bien parce que nous, on n'a pas d'argent, la gauche, donc en plus vous êtes gratuit. Alors 2 fois oui. Bon. Et il me dit écoutez, je vous fasse un beau cadeau, il faut que je vous fasse un beau cadeau, parce que vous êtes quand même pour quelque chose dans tout ce qui s'est passé. Mais vous êtes compliqués, vous les créatifs, on ne sait jamais ce qui vous fait plaisir. Réfléchissez pendant une semaine et venez me voir. Je réfléchis une semaine, j'ai dit monsieur le Président, j'ai trouvé. Moi, je veux que vous m'offriez une journée du Dalai Lama. Je lui dis, mais vous êtes fou. Vous êtes malade, vous voulez que moi j'appuie sur un bouton parce que je suis président de la République et que j'ai le Dalai Lama, qui est l'homme la plus difficile à voir. Écoutez, c'est grave. Revenez dans une semaine et taisez-vous. Je ne reviens pas dans une semaine. 3 mois se passent. Coup de téléphone de Marie-Claire Patoguet, sa secrétaire, qui dit le président a un dîner un peu intime ce soir, il aimerait bien que vous soyez là avec Sophie, si vous êtes libre. On arrive, bon. On est à l'Élysée, 8 heures, on est dans le petit salon avec de la bibliothèque de l'Élysée, il y a une petite table, Daniel Mitterrand, François Mitterrand, Sophie, ma femme, moi, chaise vide. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, arrive le Dalai Lama. Waouh! Bon. Et Mitterrand lui dit, mais j'ai invité mon publicitaire, parce qu'il m'a fait ma publicité, et lui s'était renseigné, il connaissait le Dalai Lama, il connaissait la force tranquille, il a dû avoir des fiches, etc. Donc il dit, ah oui, la force tranquille, etc. Et Mitterrand lui dit,
il m'a demandé comme cadeau pour me remercier d'avoir une journée avec vous. Il a dit, qu'est-ce que vous faire de moi pendant une journée? Je dis, moi, je rêverais que vous évangélisiez les jeunes Français, parce que je connais votre doctrine, etc. Je trouve ça formidable. Donc, je voudrais que vous me donniez une journée, de 8h du matin à 6h du soir. Je demanderai à la Sorbonne son grand amphi, on changerait toutes les 20 minutes de public et vous répondriez à tous les Français qui auraient des questions que vous pouvez. Et on l'a fait, avec Daniel Mitterrand. Je vous vois encore, Dalai Lama là, Daniel Mitterrand là, et moi à côté pendant toute la semaine. Et cette journée, ce repas avec Dalai Lama, a été fondamental pour moi parce qu'il m'a ouvert les yeux sur mon métier. Il regarde Mitterrand, peut-être pour se faire excuser de ce retard, et il lui dit, connaissez-vous cette fable tibétaine? C'est un vieux moine qui donne sa première leçon de philosophie à un jeune disciple, et qui lui dit, voilà, c'est très simple, je vais te poser 3 questions. Réfléchis bien, tu me réponds. Première question, quel est l'envers du blanc? Le noir? Non, 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 lui dit le bon. C'est la bonne réponse, tu n'as pas réfléchi. Réfléchis. Deuxième question, quel est l'envers du jour? Un jeune disciple réfléchit pendant 10 minutes et dit, maître, je n'ai pas plus de seule réponse. L'envers du jour, c'est la nuit. Bravo. Voilà, tu as réfléchi, tu as la bonne réponse. Troisième question, quel est l'envers de la vie? Et le jeune disciple réfléchit, maître, je n'ai pas de réponse, c'est la mort. Tu n'as rien compris, lui dit le Dalai Lama. L'envers de la vie, c'est la naissance. Et il dit cette phrase extraordinaire. Chaque matin doit être une naissance et vous devez faire une piqûre d'éternité pour continuer votre vie. Et j'ai compris que, vous savez que 80% des marques que l'on a connues au XXe siècle sont mortes avec le siècle. 80% des marques qui vous consommez aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc il y a très peu de survivors. Et c'est le Dalai Lama qui m'a fait comprendre que mon métier, c'était pas seulement devant des voitures et des yaourts, c'est que Citroën et Danone soient encore vivants dans 50 ans, dans 60 ans, dans le siècle prochain. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est pas de faire de la publicité, c'est de donner une âme aux marques. Parce que l'âme est la seule chose sur Terre qui soit éternelle. Et je dois au Dalai Lama pratiquement tous les budgets que j'ai pu prendre, et d'ailleurs pas plus tard qu'hier, le budget Dior, en expliquant que mon métier c'était de donner une âme aux marques et pas simplement de les faire vivre. Je veux rester encore un peu sur le Dalai Lama, parce que, après on termine avec le Dalai Lama, mais tu as écrit dans le livre qu'avant de partir, il a demandé à François Mitterrand, que voudriez-vous qu'il reste de vous? C'est ça, non? Et si il te posait la même question à toi, tu lui dirais quoi? Ben, une affiche, la force tranquille. Alors, j'ai envie de dire la mort tranquille, parce qu'après tout, vraiment, la dernière chose que j'ai à souhaiter maintenant de ma vie, j'ai une chance énorme d'arriver à traverser tout ça, c'est de mourir dans mon lit. Alors, dans ton livre, tu parles beaucoup de rencontres. Donc, on se rend compte qu'en fait, se connaissent aussi, se connaissent grâce aux autres. Donc, il y a beaucoup d'amis, de rencontres professionnelles, personnelles. Et à un moment donné, tu as rencontré Reagan à la Maison Blanche et tu lui as posé la question quel a été le plus beau jour de ta vie? Et le tien, c'était lequel? Je ne sais pas comment j'ai été invité avec Christine O'Crane pour représenter les médias français et la publicité française à la Maison Blanche. On était une vingtaine, invités par Ronald Reagan. Et à la fin du déjeuner, chacun avait le droit de poser une question. Et moi, je lui dis, je sais que vous allez quitter la Maison Blanche dans quelques semaines, c'était la fin de son mandat. Quel est votre jour préféré à la Maison Blanche? Il m'a fait cette réponse merveilleuse. Moi, mon jour préféré, c'est demain. Il avait 72 ans. Génial. Hein? Donc tu es d'accord hein, avec cette réponse hein? Je suis d'accord, c'est demain. Très bien. Donc je vais te poser encore une question ou deux. Après, on va passer la parole à quelques courageux de la salle qui ont envie de poser des questions. À la fin du livre, tu parles de tes enfants. Et pour moi, c'est le chapitre le plus intime, le plus touchant aussi. Et à un moment donné, en parlant de ta fille, tu lui dis de cultiver la gentillesse.
Est-ce que tu trouves ça possible dans un monde, surtout le monde de la publicité, où on est un peu tous cannibales d'une certaine façon? Donc comment tu peux concilier la gentillesse avec ce monde qui est souvent méchant et agressif? Moi, tout le monde prétend que la gentillesse est une faiblesse. Moi, c'est ma seule qualité. Je suis gentil. Je suis naturellement gentil. Ne force pas. Je trouve qu'on gagne tellement de temps quand on est gentil. Et je trouve que la gentillesse, c'est un peu l'intelligence de l'âme. C'est faire confiance à la vie, faire confiance aux autres. Moi, par exemple, j'ai engagé, tu sais, moi j'ai commencé à 2, Bernard Roux et moi. On est 22 000 aujourd'hui. C'est ma fierté. 22 000. Quand on me traite de tous les noms, si je réussis quelque chose, il y a 22 000 personnes qui vivent chez Havas et qui vivent bien parce qu'on s'est battu comme des chiens pour faire la meilleure publicité du monde. Eh bien, la gentillesse doit faire partie intégrante de la publicité. Et la publicité, c'est à la fois un mélange de gentillesse, c'est pas là pour vous taper dessus. La publicité, elle est là pour dire le bonheur du monde. Et la presse est là pour vous raconter le malheur du monde. Si on pouvait inverser, ne serait-ce que pendant une semaine, c'est la presse qui dirait le bonheur du monde et la publicité ferait le bonheur. On ferait un grand saut en avant. Parce que c'est à force de nous parler du malheur du monde que la presse nous rend malheureux. Et nous rend si agressifs et si coléreux comme le sont les Français aujourd'hui. Donc, je pense que la publicité, c'est justement cette tendresse, cette gentillesse, cette poésie qu'il faut mettre dans les choses. Mais c'est aussi, il faut étonner les gens. Un jour, Cocteau a croisé Diaghilev à l'opéra. Et il m'a dit, quelle est la définition de ton art? Et Diaghilev a réfléchi, a dit, étonne-moi. Ah non, lui dit Cocteau, non, étonne-moi, c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. Moi je dis au musée, Cocteau, au musée Diaghilev, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la publicité. Je dois étonner, mais je dois amuser, mais je dois être tendre. Et c'est cette combinaison des trois qui fait les grandes campagnes. Une dernière histoire. Moi je rêvais d'avoir le budget BIC. Parce que BIC, on ne sait pas en France, c'est la marque la plus connue du monde. Parce que BIC est dans 200 pays du monde. Et je crois qu'aucun autre produit français n'est dans 200 pays du monde. Non. Et donc, j'obtiens un rendez-vous avec le baron BIC, et là, il nous a quittés. Et à l'époque, j'étais très copain avec Gainsbourg. On faisait pas mal de fois ensemble. Je lui dis, écoute, il faut que tu me donnes un coup de main. Je vois le baron BIC, j'ai une idée. Il faut que tu me donnes un quart d'heure avant d'aller le voir pour que je fasse un petit shooting. Il me dit tout de suite d'accord. Je réserve un petit théâtre. Il est sur la scène du théâtre. Je me souviens qu'il est là, il est comme ça, il est debout. Et il dit, moi ma vie est foutue. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. J'ai donné mon imagination à la chanson. J'ai donné mes poumons à la cigarette. J'ai donné mon sexe aux femmes. Il ne me reste rien à donner. Ah, si, ma barbe. C'est Gainsbourg qui est l'inventeur de la barbe de 3 jours. Hein, bon, à ma barbe. Mais ma barbe, à BIC, personne d'autre. Hein. Bon, et il se rasait. J'arrive, je montre le film au baron BIC, il dit, ah, c'est très marrant, etc. Mais c'est dommage, moi je ne fais pas de publicité à la télévision en France, je ne fais que du print. Mais mon fils Bruno, à New York, peut faire de la publicité. Je te prends rendez-vous avec mon fils Bruno à New York. Et il m'appelle 3 jours après, 8 heures rendez-vous, tel jour, à telle heure. Je saute dans l'avion, j'arrive dans le bureau de Bruno BIC, je monte mon film, il se marre. Il me dit, écoute, il est très bien ton film. Il n'y a pas d'Américain qui connaît Gainsbourg. Donc il ne sert à rien. Tu le passeras en France, tu ne le passeras jamais. Le film existe, allez le chercher sur le film, le petit tournage qu'on a fait en 10 minutes avec Serge. C'est extraordinaire à voir. Bon, maintenant un petit bonus avant de passer aux questions. Des questions qui ne sont pas dans les livres. N'aie pas peur. Alors, première question. Quelles caractéristiques apprécies-tu le plus chez un homme et chez une femme? La gentillesse. La gentillesse.
moi j'ai une femme gentille. Bon, en réalité, je suis marié depuis 45 ans, et vous n'allez pas me croire, mais vous pouvez lui téléphoner, elle vous le dira, on ne s'est jamais disputé. On ne s'est jamais disputé en 45 ans. Et tous les matins, quand je me réveille, et encore ce matin, ma femme me dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime, tu es beau. J'ai une Cahuzac qui est passée dans la nuit, m'a replanté les cheveux, je me lève, je vais me regarder dans le miroir, et je vois ma tête patibulaire presque de nagénaire. Je dis, bon, ta femme est amoureuse, puisque l'amour est aveugle. Et je quitte ma femme pour ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Qu'est-ce que je fous ici à 8 heures au lieu d'être dans les bras de ma femme à vous raconter des histoires tordues voilà. Parce que j'ai ça dans la peau. Parce qu'il me dit de venir, je viens. Quand je peux faire aimer la publicité, quand je peux faire parler de la publicité, quand je peux faire aimer de la vie, je viens. Je pense que c'est ça mon métier sur Terre. Essayer d'apporter le plus possible de bonheur et d'amour aux gens. Car la publicité, elle est amour quand elle est bien faite. Quelle est ton activité préférée? Tu pourrais parler de plongée à un moment donné. Oui, mais moi j'aime la nage. La nage. J'aime les poissons. Je suis poisson déjà. Je suis poisson et j'aime les poissons. Moi j'ai une finca, une très vieille finca à Ibiza. Et mon mois de rêve, c'est à Ibiza. J'ai mon petit bateau. Je pars avec mon petit bateau. Et je fais le tour de toutes les criques d'Ibiza. Je connais tous les poissons d'Ibiza, parce que les poissons sont sédentaires. Les gros poissons bougent. Il y en a encore beaucoup moins qu'on le croit. Mais les petits poissons sont toujours au même endroit. Donc moi je les connais, ils ont des différences, etc. Je vois s'il y en a un qui a disparu, qu'on a pêché pendant la nuit, je leur parle, je reviens. Et ça me permet de faire 2 heures de nage par jour dans la mer. Et tous les matins, je me lève à 9 h du matin et je fais 1 heure de piscine. Donc je fais 3 km de nage. Et j'adore ça parce que pendant la nage, on pense aux choses, on a des idées. Parce qu'il n'y a pas plus bête que de nager, il n'y a pas plus con que de nager. Et donc, on s'évade. Et puis tout d'un coup, l'adrénaline prend le dessus et on finit comme quand on finit jogging ou n'importe quel autre sport, on commence la journée euphorique. Et moi, j'aime bien cette euphorie. Voilà. Merci des poissons. Qui sont tes héros dans la réalité? Qui sont mes héros? Oui. Mais qui sont mes héros? Ça dépend. Le héros du jour, c'est Zelensky. Non, s'il n'est pas prix Nobel de la paix, il faut supprimer les prix Nobel. Quels sont mes héros? Je n'ai pas tellement de héros. Moi, j'aime les gens, j'aime tout le monde. Bon, quand il y a des êtres d'exception comme Zelensky, c'est autre chose. Mais j'ai pas tellement de références. Moi, j'aime l'autre. J'aime parler avec les autres, j'aime rencontrer les autres. La publicité, c'est le moyen justement de dialoguer, de toucher les gens. Mon métier aussi, c'est, parmi ces 22 000 collaborateurs de l'agence, d'essayer d'apporter chaque fois que je le peux un peu d'humour, un peu de tendresse, un peu de passion. Et d'abord, déjà à Paris, hein, qu'à Paris on est 5 000. 5 000 publicitaires, ça, il faut arriver à les convaincre, il faut arriver à les emballer, à arriver à les embrasser tous. Mais oui, mon héros c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il a tout inventé de la publicité. Il a d'abord inventé le logo, la croix, qui existe encore aujourd'hui. Il a inventé le slogan « Aimons-nous les uns les autres ». Il n'y a pas plus beau slogan au monde. Et il a même inventé, quand le nombre de personnes baissait, il a inventé la promotion parce qu'il faisait un miracle et ça repartait. Donc il a tout inventé de mon métier. C'est mon héros. On l'a trouvé, c'est bien. Alors maintenant, je vous propose, et je vous oblige même, à poser des questions. Vous pouvez aller vous coucher aussi. Hein. Alors, qui veut commencer?
personnes. D'abord, on a dit qu'on était là pour parler, qu'on était là pour ouais, échanger, qu'on était là pour... Oui, bonjour, je m'appelle Benoît. Jacques, est-ce qu'il y a une campagne dont vous êtes l'auteur, dont vous n'êtes pas très fier aujourd'hui, soit parce que vous ne l'étiez pas déjà à l'époque, soit parce que les temps ont changé et que forcément les choses évoluent? J'ai une campagne de honte, j'ai ma honte. Moi, comme je le disais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait 20 campagnes présidentielles. J'en ai fait 4 en France et j'en ai fait 16 dans le monde. Mes 29 premières campagnes ont eu l'incroyable chance de réussir. Il faut dire que moi j'étais toujours appelé plutôt par celui qui était le plus averti déjà dans son pays, qui croyait le plus à la publicité, qui avait déjà plus de chances que les autres de gagner. Donc j'étais généralement choisi par celui qui avait un peu plus de chances de gagner. Mais c'était extraordinaire parce que 19 fois de suite, on a ensemble décroché à la timbale. Et puis est arrivée la campagne de Lionel Jospin. Et j'ai fait une première campagne de Lionel Jospin quand il a pris le pouvoir, quand il est devenu Premier ministre pour la première cohabitation. Et j'ai adoré Lionel Jospin, qui était un très bon Premier ministre, qui aurait été un très grand président, qui est un être vraiment, c'est tellement rare dans la politique, de devoir, de rigueur, et qui fuit la communication. Et puis arrive le moment de la présidentielle, il me demande d'être son publicitaire, j'accepte évidemment, les choses commencent bien, puis tout d'un coup il y a le vieil usé fatigué, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que vous faites une campagne sur 3 mois, qui commence à basculer. On était parti avec 54-46, on avait donc 8 points d'avance, on ne pouvait pas perdre cette campagne. Et puis les choses s'amenuisaient parce qu'il avait une rigueur extrême. Et cette rigueur qui va le paralyser. Et puis arrive le mois de décembre, donc c'est là que se forme, c'est en janvier que se décide la campagne. Et donc je lui dis, écoute, maintenant, tu es obligé de présenter, il ne voulait pas présenter sa femme aux Français. Je lui dis, tu ne peux pas ne pas présenter ta femme aux Français. Les Français élisent un couple. Et pas un homme. En plus, tu as une chance extraordinaire, tu es la plus belle femme, la femme plus intelligente qui soit, etc. Je ne vois pas pourquoi pourquoi elle pourrait gêner les Français et pourquoi tu aurais la moindre gêne à la présenter. Il dit non, il dit non, il dit non, et puis finalement, je lui dis, écoute, maintenant, les choses deviennent difficiles, on va être en train de se faire doubler. Moi, j'ai demandé à Michel Drucker de faire une émission spéciale. Comment ça s'appelait ces vacances, c'était le samedi prochain, le dimanche prochain, une émission spéciale de 2 heures où il y aura le best-of de toutes ces émissions, le meilleur de ces émissions de l'année, plus 5 ou 6 stars qui viendront fêter les derniers jours de l'année, c'était le 23 décembre, donc 2 jours avant Noël, qui vont fêter le joyeux Noël à tout le monde. Toi, tu seras là avec ta femme, la main dans la main. Il n'y aura pas de questions vaches, personne ne voudra ta peau, il n'y aura pas de questions politiques, ça va simplement parler de vous, simplement, etc. Il me dit qu'il faut que je réfléchisse, etc. Et puis il me dit, ma femme ne veut pas, Sylvia ne veut pas. Je lui dis, c'est pas possible, laisse-moi une chance, laisse-moi essayer de la convaincre. Et il m'organise un rendez-vous avec un chaperon, qui n'est autre que Ségolène Royal, donc Ségolène Royal, Sylviane, moi, mon ministère, je ne sais plus quoi, etc. Et Ségolène Royal, que j'adore, elle adore la pub. Donc elle est avec moi. Donc elle me dit pas, etc. Et elle arrive à séduire et à décider la femme de Lionel. Donc je sors de là, j'appelle Lionel, je lui dis, écoute, il faut appuyer sur le bouton de l'émission tout de suite, parce que toutes les stars sont bloquées, etc. On ne peut pas leur faire rater leur Noël. Ta femme est d'accord. Je vais lui dire, écoute, laisse-moi encore quand même en parler ce soir avec elle. Demain matin, je te jure, à 7h, je t'appelle, je te donne la réponse. 7h, il m'appelle, il me dit, tu vas en vouloir beaucoup, tu vas être fâché, tu ne vas pas être content. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter que les Français m'élisent pour ma femme
et pas pour moi. Mais c'était pas de l'égoïsme, c'était pas du tout, c'était par rigueur. C'était par rigueur. Quel dommage qu'il ait échoué à 170 000 voix. Et quel dommage qu'il n'ait pas fait l'émission, parce que les politologues ont calculé que ce type d'émission faisait gagner 400 000 voix. On a perdu à 170 000. À 170 000. Mais voilà, c'est un exemple magnifique de rigueur qui, finalement, finit par vous étrangler. Autre question, Jean-Paul. D'ailleurs, j'en profite pour présenter Jean-Paul Bath, qui est le directeur du French Design, qui représente le design français. Si vous te présentez. Oui, alors, moi j'ai une petite question que je vous avais vue il y a quelques temps. Et je me souviens que vous aviez dit une chose qui était intéressante, c'était cette nécessité qu'il y a de toujours se remettre en question, de toujours lutter contre les habitudes. Et si je me souviens bien, vous disiez que vous déménagiez très régulièrement pour justement briser les habitudes. Est-ce que c'est toujours le cas? Et qu'est-ce que vous pensez de la société actuelle? Est-ce que vous pensez que c'est pas une société qui est un peu coincée par ses habitudes? Alors oui, avec Sophie, on a une même passion, c'est de faire des maisons. Je crois qu'on est à la 18e ou 19e. Non, maison en 45 ans. Le problème, c'est qu'on n'est pas milliardaire. Donc, si on veut faire une maison, il faut d'abord vendre celle dans laquelle on habite pour acheter la suivante, et puis la suivante, et puis la suivante, et ainsi de suite. Bon. Et donc, oui, on essaye de ne jamais faire plus de 7 ans dans une maison. Et généralement, on change au bout de la 5e année. Et faire une maison avec sa femme, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est une œuvre d'art. Quand on est passionné d'architecture, et puis quand on a épousé une grande décoratrice, comme c'est le cas, j'apprends presque mon métier tous les jours avec elle en faisant des maisons, au détail près. Donc voilà, il n'y a que dans mon métier que je n'ai jamais eu envie de m'échapper et jamais eu envie de changer. D'ailleurs, je me demande comment je peux encore servir à quelque chose quand je pense que ça fait maintenant 70 ans que je fais ce métier-là. Ça me paraît incroyable, ça me paraît impossible. D'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Qui sont les personnes qui vous ont le plus impressionné dans votre vie à la rencontre? J'en ai déjà parlé, j'ai envie quand même en reparler. C'est François Mitterrand. Je me souviens que, comme je vous l'ai dit, on se voyait tous les lundis matins, de midi à 1h. Et puis au 4e ou 5e lundi, il est 1h15, il me dit oh là là, ces gars-là, il est 1h15. J'ai un rendez-vous important chez LIP. J'ai pas de chauffeur. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce qu'on est accompagné du président? J'ai ma voiture au coin de la rue, etc. On descend ensemble. Et puis il passe devant moi, il pousse un cri d'horreur. Il dit mais ces gars, qu'est-ce que c'est que ça? Moi je n'ai raté aucun des mauvais goûts des plus bas. Rien ne m'a échappé dans les pires âneries que pouvaient commettre les plus bas. Je les ai toutes commises. J'avais une Rolls. Il me dit mais ces gars-là, et comment je peux avoir confiance en vous? Vous me dites que chaque signe a un sens, que je dois faire attention, que je dois changer de costume pour mettre un costume plus tendre, plus doux, de gauche, parce qu'il y a l'intérieur de droite. J'ai commencé par changer d'intérieur et prendre l'intérieur à gauche. Et vous voulez que j'arrive chez LIP, où il y a tous les journalistes de Paris, avec une Rolls. Ces gars-là, je vous vire. Ces gars-là, je vous vire. Je ne peux pas vous garder, c'est pas possible, etc. Il m'a obligé à aller à pied. Je déteste marcher à pied jusque chez LIP, ça fait une trotte de Bièvre, jusque chez LIP. Il avait rendez-vous d'ailleurs avec celui qui va être son premier Premier ministre, je ne sais comment il s'appelle, qui est le maire de Lille, Mauroy, avec Mauroy, pour lui annoncer qu'il allait être Premier ministre, etc. Bon, et moi je suis rentré à l'agence et j'ai dit écoutez, j'ai pris la leçon
de communication de ma vie. J'ai mis ma Rolls en vente, elle a été vendue dans la nuit, et depuis, je roule en Citroën. Mais ce que j'aimais le plus chez lui, c'est qu'il savait retourner les situations. Et nous, on a un drame, c'est que François Mitterrand est élu. Une semaine après, on perd notre premier client, qui était un bijoutier, qui était un copain, puisqu'il me dit que j'adore ce que tu fais, on est copains, mais moi je ne peux pas continuer à dire à mes clients qui sont tous anti-Mitterrand, que j'ai le publicitaire de François Mitterrand. Bon, je dis c'est pas grave. Deuxième semaine, on perd un deuxième client, cette fois-ci pas un bijoutier, un vrai client important. Et troisième semaine, on est convoqué par les Peugeot pour nous dire, écoutez, vous comprenez bien que c'est difficile pour nous de continuer à travailler. Alors Peugeot, c'était le budget Peugeot plus le budget Citroën, c'était pratiquement toute l'agence. Et mes associés, Roux, Kézak et Goudard, m'invitent à déjeuner. Quand les associés vous invitent à déjeuner, ça se termine toujours mal. Ils disent, écoute, tu ne peux pas rester, il faut que tu prennes 3 mois d'année sabbatique, pars aux Bahamas, pars en bateau, fais le tour du monde en bateau, on va perdre tous nos clients. Nous, si on perd Citroën et Peugeot, c'est terminé, on met la clé sous la porte. Je dis, mais écoutez, vous ne connaissez pas Mitterrand, vous allez voir qu'il va retourner les Français. Vous avez tort, mais en plus, c'est pas du tout un mec de gauche, c'est un mec de gauche qui va évidemment diriger la France à droite. Et d'ailleurs, il va vous le dire, il va privatiser Havas, parce que Havas était nationalisé. C'était d'ailleurs le compte du compte finalement de la dictature, puisqu'il n'y a que les dictateurs qui ont des agences dont l'État est le propriétaire. Il dit, mais c'est pas vrai, je fais un dîner à la maison, vous venez. Je me précipite chez Mitterrand, je dis, président, sauvez-moi la peau, là, ils veulent ma peau, il faut que vous arriviez à les retourner. C'est qu'il a fait moi un dîner, vous allez voir. Non, on fait un dîner à la maison. Et il m'avait dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec les publicitaires? Il faut y faire rien. Non. Donc d'abord, il est formidable parce qu'il explique évidemment qu'il va privatiser Havas, qu'il va nommer Rousselet comme patron d'Havas, on parle de choses et d'autres, etc. Et puis à la fin, il dit, ce gars-là m'a dit qu'il fallait que je vous raconte une histoire, donc j'ai préparé 2 histoires. Ma première histoire, c'est que quand j'ai été élu, le lendemain matin, à 10h du matin, j'avais rendez-vous à l'Élysée avec Giscard d'Estaing pour qu'il me passe le code atomique. Moi, je crois que ça n'existait pas, le code atomique. Je crois que c'était dans les téléphones, enfin, je ne sais pas. Pas du tout. Le code atomique, c'est un code que l'on a autour du cou. Bon. Et il dit, donc moi je suis là, je vois Giscard qui est en train de se décravater. Et dans je lui dis, mais président, écoutez, c'est pas grave, etc. Si, dit maman. Et qui me donne le collier. Moi, j'ose pas, devant Giscard, enlever ma chemise, remettre le collier, etc. Je le mets dans ma poche. Et puis la journée passe, c'est la Rose, c'est le Panthéon, c'est ci, cela, j'oublie tout, etc. J'arrive le lendemain matin dans mon bureau, à 9h du matin. Où est le code? Merde, je l'ai oublié dans ma poche. Je téléphone à la maison, c'était parti chez le teinturier. J'appelle un motard, je lui dis, écoute, il y va de la France et du monde, de l'arme atomique, il faut que tu me retrouves ce truc avant que ça parte dans la lessiveuse. Et par miracle, il a sauvé le code. Et puis, il dit, je vais raconter une deuxième histoire. C'est un vieux président qui a choisi un jeune président pour lui succéder. Alors évidemment, il a pris pas tout à fait à son niveau pour qu'il reste dans l'histoire et qu'il ne se fasse pas voler la place. Et le jeune président lui dit, écoutez, j'y arriverai pas, c'est trop difficile, je crois que je vais dire non. Mais ne paniquez pas, j'ai tout préparé. Il y a 3 enveloppes qui sont dans le coffre en bas. Au bout de 6 mois, vous aurez une grève, vous descendez, vous prenez la deuxième enveloppe, il y aura une deuxième grève, vous prenez la troisième enveloppe, il y aura une troisième grève, la troisième enveloppe, tout va très bien se passer. Effectivement,
6 mois après, il y a une première grève. Le jeune président descend, décachette l'enveloppe. C'est la faute de mon prédécesseur. Il va à la télévision, c'est un salaud, c'est un pourri, on a retrouvé des trucs chez lui, etc. Bon, il prend 10 points dans le sondage. Très bien, 6 mois se passent, deuxième grève. Il descend au coffre, il décachette l'enveloppe. C'est la faute à la conjoncture. C'est la faute à la conjoncture, c'est la crise du Covid, c'est la crise économique, c'est la crise de Tati, la crise de la retraite, etc. Bon, il reprend 10 points, 6 mois se passent, évidemment, troisième grève, il descend au coffre, il décachette l'enveloppe et il dit « Préparez 3 enveloppes ». Raconté par Mitterrand, ça a une certaine gueule, quoi. Juste, je termine avec une question par rapport aux jeunes, quelques jeunes qui sont venus avec des écoles. J'ai 2 questions en fait. Pour quelles raisons on devrait faire de la publicité et pour quelles raisons on ne devrait pas en faire? Vous pouvez conseiller à un jeune aujourd'hui qui a envie de faire de la publicité. Mais la publicité, c'est le plus beau métier du monde, puisqu'on est marchand de bonheur. Donc on peut choisir d'être croque-mort. Chacun choisit selon ses envies. La publicité, c'est magnifique parce qu'on traite 5 à 10 sujets différents par jour. J'arrive à 10h à l'agence, j'ai un premier client de 10h à 11h, puis c'est comme chez le médecin. Après de 11h à midi, puis de midi à 1h, puis je déjeune, etc. Et chacun a des problèmes complètement différents. C'est Cacharel, et puis après c'est Citroën, et puis après c'est Dior, et puis... Donc c'est absolument extraordinaire. Et puis, c'est un métier collectif. On est intelligent, on est créatif qu'à plusieurs. Il ne faut pas croire que l'agence, c'est moi avec un crayon qui écrit des slogans. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait après des heures et des heures d'échanges, de travail, de stratégie. Et puis, imaginez le monde sans publicité. Ce serait mortel, avec simplement les informations qui nous assomment tous les matins, avec ces télévisions d'infos qui sont là pour nous dire le pire de tout. Heureusement, de temps en temps, alors le drame, c'est que la publicité des années 70, la publicité des années 80, elle était magique. Parce que c'était les présidents, eux, directement, qui dirigeaient les campagnes publicitaires. Moi, je m'adressais directement aux patrons de Citroën, aux patrons de Danone, aux patrons de Lacoste, etc. C'est avec eux que se faisaient les publicités. Aujourd'hui, il y a des chefs de publicité, des surchefs de publicité, des directeurs de la communication, des directeurs du marketing. Et les patrons ne voient jamais ce qui se passe. Et comme tout le monde a peur de se faire virer, tous les étages essayent de couper un peu ce qui pourrait être différent et ce qui pourrait donner un peu de relief à la publicité. Et puis vous voyez, une nouvelle mode, c'est que maintenant, tous les publicitaires se prennent pour des cinéastes. Vous regardez des films de publicité, de voitures par exemple, ils sont absolument tous les mêmes. On voit à peine la voiture, on n'entend même pas son nom, et puis on voit une scène de cinéma avec des gens, on ne sait pas ce qu'ils font, ils dansent, ou ils parlent, ou ils reviennent. Il faut mettre un chien, donc il y a un chien, il faut mettre un bébé, il y a un bébé, etc. Et puis à la fin, il y a, ça ne dure que 2 secondes, il y a la marque de la voiture. Vous pourriez prendre la marque de la voiture et mettre celle du spot suivant ou celle du spot suivant, ça ne changerait absolument rien à la publicité. Évidemment, moi quand on me donnait une publicité à faire, je mettais une voiture qui faisait la course avec un jet sur un porte-avions et la voiture remontait sur un sous-marin. C'était ailleurs et autrement, comme le dirait tonton, je t'aime. Merci Jacques d'avoir été là avec nous. Merci aussi de nous avoir accueillis aussi. Bon, prochain livre.